Assalamu alaikum. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un terme que vous avez certainement déjà entendu, le bon sol. Qu'est-ce qui fait qu'un sol est le bon sol, qu'un sol est idéal pour nos fondations, quels critères doivent être pris en compte et comment interpréter un rapport géotechnique pour évaluer la qualité du sol. Je vais vous montrer un exemple concret dans un rapport géotechnique. Et pour couronner le tout, nous allons faire un exercice pratique ensemble pour appliquer ce que nous avons appris. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche pour ne pas manquer aucune de mes prochaines vidéos et de laisser un like si vous aimez mon contenu. Vraiment, ça va m'aider à continuer de créer des vidéos gratuites pour vous. On commence. Alors, nous allons examiner ensemble un rapport d'études géotechniques pour un chantier de construction auquel j'ai participé. Et ce type de rapport est essentiel et très important pour nous, pour comprendre les caractéristiques du sol sur lequel nous allons construire notre bâtiment. Tout d'abord, définissons qu'est-ce qu'un bon sol en génie civil et en bâtiment, en construction. Donc, le terme bon sol fait référence à un type de sol qui possède des caractéristiques idéales pour soutenir des structures de manière sûre et durable. Tout simplement, ça veut dire que le sol est suffisamment stable pour supporter le poids du bâtiment. Et je vais vous donner une petite astuce pour distinguer entre un bon et mauvais sol. Le bon sol, on a des tassements sous les charges qui sont faibles. Et le bon sol reçoit des fondations superficielles facilement. Et la nappe phréatique est profonde. Le mauvais sol, on a des sols qui sont saturés, des terrains qui sont gypseux ou agressifs, et on a des sols à grains fins. Donc, ces distinctions aident les ingénieurs à prendre des décisions éclairées pour assurer la stabilité et la durabilité des structures construites sur ces sols. Mais avant de trouver le bon sol, il y a plusieurs étapes à suivre. Je vais les détailler dans ce rapport d'études géotechniques. D'abord, on a l'aperçu. Comme nous pouvons le voir ici, ce paragraphe parle de l'aperçu général de notre site. Dans ce cas, notre site est situé au pied de montagnes du Haut-Atlas, une région caractérisée par des formations géologiques jurassiques et des dépôts récents de graviers limoneux et d'alluvions datant de l'ère quaternaire. Donc ce paragraphe sera accompagné par des photos de la situation géographique du site et la vue générale. Bien sûr, une étape très importante dans l'étude géotechnique est la reconnaissance du sol, qui est une étape cruciale, car elle permet de déterminer les caractéristiques géologiques, géophysiques et géotechniques du site. Lorsque je dis géologique, c'est-à-dire on étudie la nature et la forme globale des couches. Géophysique, c'est-à-dire l'étendue et la géométrie des différentes formations, la prospection électrique et sismique. Et lorsque je dis géotechnique, c'est-à-dire les caractéristiques physiques et mécaniques des sols. Dans notre rapport, on a effectué des sondages, 3 sondages avec lesquels on a réalisé des coupes lithologiques et ces coupes ont révélé que pour le premier sondage et le deuxième et le troisième, on a la terre végétale et entre 0 et 50 cm pour le premier, 0 et 40 pour le deuxième et 0 et 50 cm pour le troisième. Après, on a une couche de terre, de graves limoneuses entre 0,5 et 2 mètres pour le premier, 0,4 et 2 mètres pour le deuxième et 0,5 et 2,2 mètres pour le troisième sondage. Donc, la première couche qu'on a trouvée est la terre végétale. C'est quoi cette couche? La terre végétale est la couche supérieure qu'on trouve toujours. C'est une couche riche en matière organique et essentielle pour l'agriculture, mais elle n'est pas idéale pour nous, pour supporter les fondations des structures en génie civil, car elle se décompose avec le temps. C'est pourquoi il est crucial de s'assurer que les fondations reposent sur des couches de sol plus stables et ayant une meilleure capacité portante. La deuxième couche qu'on a trouvée dans notre site est grave limoneuse que je vais expliquer après.
Après, comme j'ai dit, la reconnaissance du sol permet aussi de mieux comprendre les caractéristiques physiques et mécaniques des sols. Alors, pour ce chantier, on a effectué 6 échantillons qui ont été envoyés au laboratoire pour subir différents tests. L'analyse granulométrique par tamisage, limite d'Atterberg à la coupelle Casagrande, masse volumique, la teneur en eau, l'essai de cisaillement rectiligne et l'essai CBR. Bien sûr, ces essais nous permettent de connaître la granulométrie, la compacité, la teneur en eau, la cohésion et l'angle de frottement du sol. Pour notre bâtiment, les graves limoneuses représentent les caractéristiques suivantes. Mon interprétation est que cette couche est géotechniquement favorable pour les fondations de notre bâtiment. Cette couche présente une bonne compacité avec une masse volumique entre 20 et 20,6 kN par mètre cube et une teneur en eau de 4 à 6%. Donc, ces propriétés de densité, de cohésion et de drainage en font une couche stable et résistante capable de supporter nos charges structurelles. Alors, la question qui se pose maintenant est: quel type de fondation doit-on adopter pour notre projet? Alors, je vais faire une autre vidéo, un guide complet sur comment faire le choix de fondation appropriée pour n'importe quel type de sol. Mais ici, dans notre projet, vu la nature du sol rencontré et en prenant en compte la coupe lithologique et la contrainte admissible du sol qui est de 0,5 mégapascal, 2,5 bar, le laboratoire a recommandé un système de fondation sur semelle isolée ancré à 1,40 m par rapport au niveau du terrain naturel. Je vais expliquer cette recommandation. Il faut noter d'abord que selon le RPS 2011, la norme marocaine, la profondeur minimale d'ancrage par rapport au terrain naturel doit être de 1,20 m. Mais bien sûr, cette profondeur varie en fonction des caractéristiques du sol et en fonction du projet. D'abord, on revient à notre projet. Intuitivement, la profondeur d'ancrage minimale doit être au moins supérieure à 0,50 m pour éviter de fonder sur une terre végétale. Et en ancrant les semelles à une profondeur de 1,4 m, la fondation peut atteindre une couche de semelles plus dense et plus stable, offrant ainsi une meilleure capacité portante. On parle ici de la couche de graves limoneuses. Cette profondeur peut aussi réduire l'impact des variations saisonnières de l'humidité et des variations thermiques, surtout si la grave limoneuse présente des variations significatives de consistance. Pour le choix des semelles isolées, comme j'ai dit, le bon sol reçoit facilement des fondations superficielles. Donc, c'est le choix qu'on a pris pour ce type de projet. Et ce type de fondation est approprié pour les charges concentrées, bien sûr, et permet une meilleure répartition des charges sur un sol porteur. Passons maintenant à un exemple pratique pour illustrer la leçon. Nous allons examiner un site qui comporte 4 couches de sol pour déterminer la profondeur d'ancrage appropriée pour des semelles superficielles isolées. La première couche qu'on a est une terre végétale de 50 cm de profondeur. Est-ce que nous allons poser les semelles ici? Bien sûr que non. Cette couche, comme j'ai dit, n'est pas idéale pour ancrer des fondations. La deuxième couche est une terre organo-minérale de 40 cm. Cette couche est un mélange de matière organique et minérale. Elle est plus stable que la terre végétale, mais encore une fois, elle n'est pas idéale pour ancrer des fondations. La troisième couche est une terre minérale de 60 cm. Et bien que cette couche soit entièrement minérale, elle est instable et ne convient pas non plus pour l'ancrage des fondations. Donc, pour atteindre une couche stable, la roche-mère, où les fondations peuvent être ancrées, la profondeur nécessaire est de 50 cm de terre végétale, 40 cm de terre organo-minérale et 60 cm de terre minérale. Ça nous donne quoi? 1,50 m. Alors finalement, on a atteint une couche stable, un sol d'assise stable, qui est la roche-mère,
Mais c'est pas fini. Nous devons encore ancrer les semelles dans cette couche. Et selon la norme, pour les sols meubles, l'ancrage doit être de 50 cm, tandis que pour les sols rocheux, il doit être de 30 cm. Dans notre exemple, nous choisissons le deuxième cas. Donc on aura 1,50 m plus 0,30 m, ça nous donne 1,80 m. Cette profondeur dépasse bien la profondeur d'ancrage minimale de 1,20 m, donc c'est bien, mais elle la dépasse de 0,60 m. Donc une profondeur de 1,8 m signifie que on aura des coûts plus élevés en termes de béton, en termes d'acier. On aura besoin de chaînage, même double chaînage. Donc, la solution économique consiste à réduire la profondeur d'ancrage à 1,20 m et de compenser avec un rattrapage de niveau en gros béton de 0,60 m qui assurera le transfert efficace des charges vers le sol d'assise sans nécessité de ferraillage supplémentaire. Et voilà. J'espère que cette leçon vous a aidé à mieux comprendre l'importance de bon sol pour les fondations et comment déterminer la profondeur d'ancrage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à partager vos connaissances. Merci de votre attention et à la prochaine fois pour une nouvelle leçon passionnante en génie civil.